Et aujourd'hui, on répond à Michel. Elle nous dit: j'aimerais en savoir plus sur l'Opzelura. C'est une crème qui s'utilise sur le vitiligo. On ne peut l'utiliser que sur 10% du corps, mais moi, tout mon corps est touché. À quand un traitement par voie orale? Alors, Opzelura, c'est le nom du médicament, mais la molécule qu'il compose, c'est le ruxolitinib. Cette crème, elle est en train de révolutionner le traitement du vitiligo. Elle était très attendue par les patients et c'est seulement depuis juillet que l'on peut se la procurer en pharmacie sur prescription. Alors, pour rappel, le vitiligo, on va le voir là en image, c'est une maladie auto-immune, une maladie de la peau qui conduit à la dépigmentation et donc à ces taches blanches que l'on voit, qui sont parfois régulières, parfois non, qui varient de taille. Ça touche environ quand même 1 à 2% de la population mondiale, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine ou le genre. Et c'est surtout dur à vivre d'un point de vue psychologique et esthétique. C'est le regard des autres qui fait souffrir parce que c'est des patients C'est ça. qui n'ont pas de douleur, Non. qui ont une vie normale, mais c'est le regard des autres qui pose problème. Cette crème, c'est vrai qu'elle est révolutionnaire. On se demande, mais comment une crème peut repigmenter une peau? Oui, alors le docteur Jérémy Lupuc, qui est dermatologue, m'a expliqué que cette crème elle a un mécanisme d'action assez novateur qu'on va simplifier. Comme c'est une crème anti-inflammatoire, elle va arrêter l'inflammation qui cause cette dépigmentation. Ça va bloquer la destruction des cellules et donc arrêter ce processus de dépigmentation. Le traitement, il va encore mieux marcher si les taches sont récentes, si elles sont en train de se faire. En revanche, si ça fait longtemps que vous avez la plaque blanche, ça va être plus difficile à traiter. Et très concrètement, c'est le dermatologue qui vous prescrit donc cette crème uniquement dans le cas où vous avez du vitiligo sur le visage. C'est une des conditions. Vous allez l'appliquer 2 fois par jour sur des petites zones. Et par contre, il n'y a pas de durée limite. C'est-à-dire que tant que ça marche, vous pouvez continuer à l'utiliser. Mais cette crème, elle doit être utilisée en complément Ouais. d'un autre traitement. Oui, ça c'est assez original parce qu'en parallèle, il faut stimuler la peau grâce aux UV. Et donc, c'est un des rares cas où les dermatologues peuvent prescrire à leurs patients d'aller au soleil ou de faire des séances de photothérapie chez les dermatologues, qu'on se rassure, c'est beaucoup plus sûr que les cabines UV qu'on trouve dans le commerce. Et à terme, l'objectif, c'est une repigmentation totale de ces zones, notamment du visage. Michel nous demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut utiliser cette crème qui marche, qui est révolutionnaire, sur uniquement 10% de la surface corporelle. Ouais, ça m'a interrogée aussi. C'est vrai que quand on voit les tubes de crème, ils sont petits parce que l'objectif, c'était surtout de traiter le visage et c'est sur cette zone que ça a été étudié. Et puis, il y a un enjeu de dépenses de santé aussi parce que regardez combien coûte donc ce tube de crème. Eh bien, c'est quand même 838 € le tube, pas plus de 2 tubes par mois par patient. La sécurité sociale, elle en prend 65% en charge. La mutuelle va pouvoir compléter, mais ça reste un gros budget de santé. Alors toutefois, c'est pas le seul traitement, quand même, comme nous le disait Michel, contrairement à ce que nous disait Michel. Si le vitiligo est généralisé, les médecins peuvent aussi prescrire des corticoïdes par voie orale. Et alors pour finir, si vous voulez des informations sur ce traitement et sur le vitiligo en général, il y a une association française du vitiligo. Leur site, c'est afvitiligo.com et leur site est extrêmement bien fait. Eh bien, merci Rim pour toutes ces précisions. On rappelle comment on fait pour vous poser les questions? Oui, donc le mail, c'est rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Vieillir chez soi le plus longtemps possible, c'est évidemment ce qu'on souhaite tous. Mais pour permettre de rester à domicile le plus longtemps possible et de garder son autonomie, bien évidemment qu'il faut faire les bons choix, aménager correctement son quotidien, avoir des aides à la vie quotidienne. On répond justement à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et notre spécialiste, c'est le professeur Bertrand Fougère. Bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes médecin gériatre au CHU de Tours. On a déjà reçu beaucoup de questions à propos de la perte d'autonomie et du maintien à domicile, mais vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. On a cette question de Nelly. Comment détecter les premiers signes d'une perte d'autonomie et réagir à temps? L'enjeu, il est peut-être là, en fait, de ne pas attendre le bout du bout. Alors c'est le principal enjeu, d'ailleurs, le principal enjeu, c'est d'anticiper. Si on veut vieillir chez soi, c'est de se dire comment j'ai envie de vieillir chez moi. S'il m'arrive justement un événement indésirable, une fracture du col du fémur, un AVC, enfin en tout cas un événement médical, qu'est-ce que j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'ai envie, comment je adapterai mon logement pour pouvoir y rester. Donc les signes, c'est les signes de fragilité. C'est quels signes on peut repérer pour se dire, mince, la personne est potentiellement un peu en perte d'autonomie. Alors il y a des signes assez simples qu'on essaye d'apprendre. C'est par exemple la marche, et notamment la vitesse de marche. Quand les gens commencent à ralentir leur marche, c'est un signe où on se dit, mince, les capacités physiques sont commencent peut-être à être altérées.
Et à ce moment-là, il faut alerter. Alors, ça ne veut pas dire forcément réadapter son logement, mais ça veut dire aussi peut-être faire de l'activité physique pour réaccélérer le mouvement de la marche, trouver pourquoi les gens ont une capacité physique diminuée. Mais ça, en tout cas, ça doit être un Donc signe ça, c'est un d'alerte. premier signe assez simple qu'on peut repérer très rapidement. Est-ce qu'il y a un autre signe qui doit alerter? Alors après, Qui doit alerter qu'est-ce qui nous fait, d'une façon générale, pas rester dans son domicile? C'est la cognition, c'est les problèmes de mémoire notamment, les gens qui sont institutionnalisés, qui sont en EHPAD, pour la majorité d'entre eux, il y a des troubles cognitifs. Donc c'est aussi un signe qui pourrait être un peu alertant pour le domicile, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des troubles cognitifs qui font que les gens font plus leurs courses correctement, que potentiellement la plaque de gaz reste allumée, ou que le frigo reste ouvert, ou qu'il y a des congélations, décongélations, enfin des petits signes d'alerte Donc comme ça, c'est ça. un deuxième signe très concret. Est-ce que, par exemple, on surveille le poids? Est-ce qu'une perte de poids doit aussi Alors, alerter? sur la nutrition, ça aussi, la perte de poids, c'est majeur. C'est d'ailleurs le critère qu'il faut surveiller. Il y a deux critères. Il y a l'appétit et le poids. Et donc là, la balance, c'est assez clair, c'est peser les gens et regarder s'il y a des pertes de poids. Tous les combien de temps on pèse une personne âgée? On Alors- se pèse nous-mêmes peut-être? Alors, en fait, si les gens sont autonomes chez eux, il faut leur dire qu'ils peuvent se peser quasi tous les 10 jours et puis on va regarder parce que ça peut aller très très vite, la perte de poids. Les gens peuvent perdre 5, 10%, 15% de leur poids en l'espace d'un mois. Et là, pour le coup, derrière, il faut rattraper le muscle, il faut rattraper la nutrition. Donc, il faut quand même qu'il y ait un poids qui soit pris de façon régulier pour justement surveiller cette perte de poids. Et c'est un bon marqueur de dénutrition. Et à partir de quel âge les chutes commencent à être plus fréquentes? On dit après 65 ans. Après 65 ans, et surtout on dit quelqu'un qui chute rechutera, un chuteur rechutera. Et donc il faut intervenir. C'est très difficile de prévenir la première chute, de se dire celui qui n'a jamais chuté, comment on va faire en sorte qu'il ne va jamais chuter. Mais par contre, il faut très vite intervenir quand il y a justement eu cette première chute pour se dire pourquoi ils ont chuté. Aucune chute n'est anodine. Même les gens qui nous disent j'ai buté contre mon tapis, parce que j'avais mes chaussons, j'étais mal chaussé, Elles etc. trouvent toujours une excuse. Ouais. Un peu, je vais pas dire farfelu, mais toujours une excuse de c'est la faute du tapis. Mais le tapis, il était là depuis. Le tapis, il était là depuis 30 ans et vous n'avez jamais buté dessus. Donc, si vous avez buté dessus, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que au niveau musculaire, c'est plus difficile. Au niveau articulaire, vous avez de l'arthrose qui se met en place et vous avez des douleurs. Ou une infection qui est en cours. Là, on est dans les épisodes de grippe, mais etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a une chute. On parlait de sécurité routière tout à l'heure, qui dit perte d'autonomie, dit est-ce qu'on est encore capable de conduire? J'ai envie de poser la question à un spécialiste comme vous, avec la perte des capacités cognitives, physiques, sensorielles qu'on peut connaître. Est-ce que c'est un signe aussi avant-coureur d'une perte d'autonomie pour la suite? La conduite? Oui, et les patients que vous recevez, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ça? Alors l'idée, c'est de... Alors moi, je pense pas qu'il faille en tout cas mettre le critère de l'âge dans l'histoire de la conduite, mais en tout cas, par contre, le critère des capacités. Et en effet, surveiller ses capacités visuelles, auditives, nutritionnelles, physiques, cognitives, et à ce moment-là, se dire, est-ce que s'il y a une altération, on est capable d'intervenir pour faire en sorte que ça se revienne en arrière et qu'on récupère ses capacités physiques, nutritionnelles, etc., et donc maintenir une conduite, ou c'est pas possible, et auquel cas, on explique aux gens et on explique à l'entourage que là, ça met en danger et la personne et l'entourage là-dessus. Mais ce n'est pas lié à l'âge, puisqu'en fait, on voit très bien qu'il y a des gens qui sont en diminution de capacité à ce moment-là à 65 ans et d'autres qui sont très bien à 80 ans. Donc, c'est vraiment la surveillance régulière de ces capacités et l'intervention précoce sur ces capacités qui est, à mon avis, un critère plus dur.